Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce premier webinaire de la période 2024. Donc je suis Estelle du Handipact et je suis accompagnée de Rama qui va animer cette séquence pour vous. Nous avons prévu donc un programme de 45 minutes. Donc le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est le recrutement de personnes en situation de handicap par la voie du contrat d'apprentissage et nous avons souhaité prendre un angle un peu différent cette fois-ci et faire intervenir deux référents handicap pour qu'elles puissent vous faire partager leur expérience. Donc, premier temps, ce sont les témoignages et deuxième temps rapide, rappel des fondamentaux. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat qu'on posera peut-être au moment où ce sera le plus opportun. Donc, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Rama. Merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer avec nos deux intervenantes aujourd'hui, qui sont Muriel Bazin, référente handicap du CH Porte de Provence, et Catherine Dubreuil, qui est référente diversité et égalité du CH Annecy-Genevois, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Bonjour, donc je suis Muriel Bazin, je suis arrivée au centre hospitalier de Montélimar, donc le CH Porte de Provence, en 2016 en tant qu'adjoint administratif au service carrière et j'ai ensuite basculé sur le poste de référent handicap depuis 2017. Merci Muriel. Catherine? Catherine, est-ce que tu nous entends? Parce que je crois que quand elle parle, ça marche. Tu peux parler, Catherine? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ah, ok, super. Donc, je ne vous entends pas du tout en revanche. Alors, je suis désolée, je pense que vous êtes à la première question, c'est ça. Qui suis-je? Je suis Catherine Dubreuil, la référente diversité-égalité du centre hospitalier Annecy-Genevois. Voilà, ça fait 5 ans que j'occupe cette fonction. Et donc, voilà, j'arrive du privé où je travaillais préalablement dans la formation et l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Merci à toutes les deux. Alors, quelle est aujourd'hui la politique de recrutement, de l'apprentissage de vos établissements et spécifiquement en matière de handicap? Alors, chez nous, en fait, il n'y a pas de réelle stratégie d'apprentissage au sein de l'établissement, sauf vraiment pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, où on a pris des engagements dans la convention FIPHFP. On en est donc à notre 3e convention FIP. Depuis 4 ans, nous avons des apprentis en situation de handicap. On en recrute à peu près 3 par année, sur une vingtaine d'apprentis qu'on a sur l'établissement. Et ce sont essentiellement sur les métiers de secrétaire médical. Nous avons 50% de recrutement à l'issue de ces années. Voilà. Et les autres apprentis, ce sont des métiers de Bac+2 à plus, sur les métiers de sécurité, finance, informatique, des ingénieurs. Voilà. Donc, c'est assez diversifié. Merci Muriel. Et pour vous, Catherine? Alors, quelle est ma place dans la politique handicap de l'établissement? Donc, moi, lorsque je suis arrivée au Change, en fait, j'ai été chargée de mettre en place cette politique handicap pour mon établissement par le biais plus spécifiquement d'un conventionnement triennal avec le FIP. Dans le cadre du premier conventionnement triennal de 2020 à 2022, sachant qu'il n'y avait jamais eu d'apprentis bénéficiaires de l'obligation au sein du Change, nous nous sommes engagés à recruter un apprenti par an le temps de la convention avec le FIP. Mais au final, nous en avons recruté 5 et donc sur le nouveau conventionnement 2022-2025, nous avons été un peu plus ambitieux en ayant une politique en fait de 15 apprentis sur les 3 ans à venir. Donc nous avons actuellement 5 apprentis qui vont de l'âge de 17 ans à 59 ans sur des métiers assez variés qui sont auxiliaires de puériculture, ingénieur informatique,
secrétaire médicale, une adjoint administratif au sein du service RH et une PPH, une préparatrice en pharmacie. Préparatrice en pharmacie donc hospitalière. Donc voilà, sur ces 5, juste sur ces 5 CDD, il y en a 2 qui sont déjà prévenus d'être pérennisés et les 2 plus jeunes, en revanche, resteront sur une 2e année d'apprentissage l'année prochaine. Et pour recevoir en fait des candidatures d'apprentis, en fait, je m'appuie sur un réseau d'organismes de formation et d'associations qui travaillent dans le domaine du handicap, avec lesquels je suis en accointance pour qu'ils me proposent des candidats. Merci beaucoup Catherine. Et si l'on enchaîne avec vous Muriel sur votre rôle sur cette politique apprentissage. Pardon, excusez-moi, j'ai été dérangée, vous pouvez répéter? On voulait juste enchaîner avec vous par rapport à votre rôle dans cette démarche apprentissage. Excusez-moi. Du coup, oui, mon rôle à moi, il est de rechercher à développer des partenariats et des opportunités de recrutement de personnes en situation de handicap via l'apprentissage et de mettre en place un environnement de départ propice en fait à la mise en place de l'apprentissage des travailleurs handicapés. Moi, je fais le lien entre le cadre, le centre de formation, les acteurs internes de la formation. Par exemple, je coordonne tous les échanges pour que tout fonctionne jusqu'au financement. En fait, moi, j'accompagne. Je suis l'élément central entre tout le monde. Nous, on a 2 partenariats en fait, comme notre principal poste d'apprentis sont sur les secrétaires médicales. On a deux partenariats, l'un avec le Greta et l'autre avec l'INFREP pour former nos secrétaires médicales. Pour vous donner un exemple, la formation de l'INFREP dure 9 mois, mais la formation avec le Greta, elle est de 18 mois. C'est vraiment le partenariat principal qu'on a travaillé, avec lequel on a vraiment, qui est vraiment adapté aux besoins des personnes en situation de handicap. On a vraiment fait un gros travail avec le Greta. L'INFREP, c'est plus dur. Voilà, parce qu'il n'y a pas de test de sélection avant l'entrée en formation. Ils prennent n'importe quelle personne. Alors qu'avec le Greta, on a vraiment travaillé les tests, le positionnement. Voilà. Donc, c'est vraiment important de travailler. Nous, on trouve que c'est vraiment important de travailler avec les organismes de formation qui sont habitués aux attendus du métier et aux contraintes de la fonction publique hospitalière, ou en tout cas de l'hôpital, en tout cas chez nous. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui de cette expérience ou de votre propre expérience avec l'apprentissage? Alors, pour moi, en tout cas, c'est très positif, mais ça dépend des métiers, en fait, et d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec le handicap. Hein, vraiment, c'est vraiment des métiers qui sont plus compliqués. Par exemple, on a essayé de créer une filière pour les aides-soignantes en apprentissage avec l'IFSI IFAS, et on avait fait un appel à candidature avec France Travail maintenant, mais avant c'était Cap Emploi et Pôle Emploi. Et du coup, sur une journée de recrutement très spécifique, et on n'a eu aucune candidature en mai et en juin. On a même reculé la date de recrutement pour essayer d'attirer du monde, mais on n'a eu aucune candidature. Voilà. Il y a vraiment un gros problème d'attractivité sur le métier, des grosses tensions, des difficultés de recrutement. On n'arrive pas à recruter sur certains métiers. D'accord, merci. Et pour vous, Catherine? Alors, si c'est bien mon tour, donc moi je suis l'interlocutrice des conseillers France Travail et Cap Emploi qui sont à même de m'orienter des personnes en recherche d'apprentissage, mais aussi je suis en contact avec les référents handicap des organismes de formation ou des associations en lien avec des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui vont être donc eux aussi en recherche d'entreprise et qui sont en fait toutes ces personnes désireuses de mettre en œuvre leur apprentissage. Donc, à mon niveau, je contribue à la première sélection des candidats en étudiant en fait leur CV et lettres de motivation,
et en validant que les futures formations de ces personnes sont en lien avec des métiers visés par l'hôpital, en lien également avec des besoins des managers de service par rapport à ces métiers. Si c'est bien le cas, j'interpelle les responsables de service qui sont à même de les accueillir et qui ont fait un vœu pour recevoir des apprentis de l'établissement. Et si ils sont bien à même de les accueillir, avec la responsable du recrutement ou avec ces responsables de service, je vais participer aux entretiens de recrutement. Si tout fonctionne, ensuite, je passe la main à ma collègue responsable des contrats d'apprentissage au sein de la DRH. Je supervise ensuite avec elle la dimension financière, puisque la prise en charge du coût salarial, de la prime tutorale, du coût de la formation se fera dans le cadre de la convention triennale avec le FIP. Nous souhaitons également ouvrir notre propre CFA avec mes collègues de l'IFSI, IFAS de l'hôpital, dans les métiers du soin. Aujourd'hui, donc, ce CFA nous permettra non seulement de former nos propres aides-soignants, mais aussi de permettre à d'autres organismes publics de pouvoir bénéficier de ces profils. Ça permettrait d'évaluer, d'alimenter notre propre établissement et surtout aussi de les fidéliser davantage. Voilà, et je travaille sur cette question avec le directeur de l'IFSI IFAS avec une échéance de fonctionnement sur la rentrée 25 ou 26. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. L'expérience de Catherine. Catherine, et je dirais que mon expérience, elle est très positive. J'arrive du domaine de la formation. J'avais initialement un réseau de partenaires qui est facilitant sur l'arrivée des candidatures de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des apprentis. Donc, je fais savoir que je recherche des apprentis et ils me sont proposés. J'ai pas de difficulté jusqu'à présent à les trouver. De plus, moi, j'aime beaucoup ce mécanisme de la formation qu'est l'apprentissage. Je trouve que c'est un super mécanisme parce qu'il est très valorisant pour les personnes qui ont généralement une motivation forte et un engagement élevé quand ces personnes choisissent ce type de parcours. Et c'est, comme je vous le disais précédemment, un levier fort de fidélisation pour notre établissement. Merci Catherine. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. Donc nous allons vous reprendre à la fin, mais cela va nous permettre maintenant de rebondir pour faire... Alors il y a une question. Il y a une question de Florence Manit qui demande quelle est la plus-value, donc ça s'adresse à toutes les deux, de former des AS et des IDE en contrat d'apprentissage. Et est-ce que pour vous, ça permet de recruter plus facilement pour remplir vos promotions, mesdames? Alors nous, notre objectif, c'était vraiment de comme Catherine l'a dit, de fidéliser sur des filières où on a du mal à recruter déjà. Donc, financer des formations pour ces personnes-là, c'est aussi fidéliser des futurs agents de chez nous. Donc, c'est pas forcément pour remplir nos promotions, parce que sur les métiers, en tout cas d'IDE, elles sont déjà bien pleines. Alors, sur les métiers d'AS, on a beaucoup plus de mal à recruter, mais nous, c'est pas notre objectif. Enfin, c'était pas l'objectif de remplir les promotions. Nous, notre objectif, c'est vraiment de pérenniser, de fidéliser des personnes pour éviter justement tout ce turnover. Voilà, c'est vraiment de fidéliser des personnes. Je pense que Catherine, elle a la même vision que moi. Je la laisse parler. Alors, je traduis à chaque fois, Catherine, qui n'a pas accès au son. Sur la question de Florence. Donc, est-ce que c'est une plus-value à former des AS et des IDE en contrat d'apprentissage?
Moi, je pense que oui, dans la mesure où, comme je vous le disais précédemment, les personnes qui vont s'engager dans ce type de formation, sachant que c'est quand même une formation plus contraignante que quand elles sont dans le cadre d'une formation continue, ce sont des personnes souvent très motivées et en général, on a des acteurs de l'apprentissage qui sont impliqués. J'aurais tendance à dire qu'elles le sont encore davantage quand elles sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, parce que là encore, si elles ont passé le cap de pouvoir rentrer dans une formation avec un projet professionnel et les particularités liées à leur singularité de santé, eh bien, elles vont avoir vraiment une motivation plus dont on a besoin. Est-ce que pour le coup, ça nous permet de remplir nos promotions? Alors, dans notre futur CFA, je ne sais pas encore, c'est trop tôt, mais on ambitionne quand même cela. Et est-ce qu'aujourd'hui, en tous les cas, au travers des candidats, on a été satisfait de qui ils étaient? Oui, grandement. Nous, on a sur l'établissement misé fortement aujourd'hui sur la question de l'apprentissage. Au sein de l'hôpital, il y a 51 jeunes qui sont en contrat d'apprentissage, dont 5 bénéficiaires de l'obligation d'emploi. En gros, il n'y a pas d'échec en fait sur la question des BOE, alors qu'il y a eu sur les contrats d'apprentissage normaux des jeunes qui rentrent à l'hôpital et qui finalement, au bout d'un certain temps, peuvent en sortir parce que finalement, ça ne leur convient pas. Nous, jusqu'à présent, sur les BEE, on a eu 0 échec. Donc, moi, je pense qu'il y a des leviers de motivation qui sont très ancrés quand les personnes choisissent cette voie de ce mécanisme de formation. Merci, mesdames. Merci à toutes les deux et merci à Florence pour sa question. Donc, cela va me permettre de rebondir maintenant sur l'apprentissage dans la fonction publique et les aides du FIP, bien évidemment. Donc, petit rappel des fondamentaux pour les grandes étapes qui sont importantes à connaître avant de mettre en place l'apprentissage, c'est de savoir recenser les besoins. Ça peut être en créant un outil de suivi qui peut être un fichier Excel sur lequel vous allez devoir recueillir les besoins en apprentissage comme le nombre d'apprentis, les nombres d'années d'apprentissage et tout ce dont vous avez besoin pour ces apprentis. Il faut aussi identifier les maîtres d'apprentissage et ça, c'est une obligation. Donc, une obligation d'avoir un maître d'apprentissage, mais ce qui est aussi important de garder en tête, c'est que ces maîtres d'apprentissage doivent être à la fois volontaires, sensibilisés à la question du handicap au travail, voire même formés, parce qu'aujourd'hui, le FIP finance et prend en charge le coût de la formation au tutorat des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est important à connaître aussi. Il faut aussi solliciter les partenaires donc, de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment de connaître tout l'écosystème de l'apprentissage, du service public de l'emploi comme Cap Emploi, France Travail, des missions locales, les organismes ou les écoles de formation, les associations aussi qui peuvent former à vos métiers. Donc ça, c'est aussi important qui va vous permettre de sourcer et d'accompagner vos potentiels candidats. Le quatrième point serait d'attirer et de sourcer les candidats. Donc, comme on venait de le dire, ça part de l'écosystème que vous avez au préalable identifié et donc aussi de pouvoir diffuser vos offres d'emploi sur les job boards qui seront dédiés. Mais toujours aussi garder en tête l'importance de mettre sur vos offres d'emploi que vous êtes ouvert au recrutement des personnes en situation de handicap. Cela va aussi mettre en lumière votre marque employeur vers l'externe. Bien connaître aussi les aides du FIP, donc on va voir un peu tout à l'heure, et aussi les démarches administratives à faire, comme le formulaire CERFA que vous devez remplir, mais surtout s'assurer de tout mettre sur la plateforme Celia. Et enfin, préparer la prise de poste et pour le maître d'apprentissage, qu'on avait dit doit être accompagné avec une fiche de mission et peut-être formé aussi, et aussi pour les apprentis qui vont venir ensuite en poste, préparer leur prise de poste avec la mise en place des emménagements dont ils peuvent avoir besoin.
Pour les aides du FIP, donc pour commencer, moi je voudrais dire que le coût de la formation aujourd'hui ne doit plus être un frein parce que comme vous le connaissez déjà et comme on peut le voir ici, le FIP finance quasi la totalité des dépenses liées à l'apprentissage, à commencer par le frais de la formation qui peut, dans l'aide du FIP, peut s'élever jusqu'à 10 000 € par an. Alors, ce n'est pas le coût de la formation, c'est vraiment l'aide du FIP avec un plafond de 10 000 €. La prise en charge de 80% de la rémunération brute chargée, la prise en charge des emménagements techniques et organisationnels qui peut être soit sur le centre de formation, soit dans le milieu professionnel où l'apprenti réalise son stage, son apprentissage, qui peut aussi s'élever jusqu'à 10 000 €. Les aides au déplacement dans la limite de 52,63 € par jour. L'aide au parcours, avec la prise en charge des équipements pédagogiques, par exemple, le FIP peut financer un ordinateur spécifique pour l'apprenti à hauteur de 750 €. Mais aussi, et qui est très importante, c'est l'aide au tutorat dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est très important vraiment de la mobiliser, cette aide, car comme on l'avait dit, l'une des clés de succès, c'est que l'environnement doit être préparé et volontaire. Et pour cela, donc le FIP finance 2 aides, l'une dédiée à la formation, donc comme je l'ai déjà évoqué, cette aide, elle est à hauteur de 10 000 €. Et aussi la prise en charge de la valorisation du temps passé par le tuteur à hauteur de 20 heures par semaine, à hauteur de 20 heures par mois et avec un coût de 20,50 € de l'heure. Donc, je vous donne un exemple. Si votre tuteur, si un tuteur fait 18 heures par mois, et donc le FIP peut vous verser une aide de 369 € que vous pourriez par la suite octroyer à ce tuteur. Et d'ailleurs, je te coupe, Rama, et ça pose la question à Catherine. Alors, j'essaie de l'écrire en même temps que ma question. Mais comment est-ce que certains d'entre vous, Muriel ou Catherine, vous reversez la prime, enfin en tout cas les heures de tutorat valorisées? Je sais pas, Muriel, de ton côté. On vous voit sourire, Muriel. Non, nous on reverse pas les primes, voilà. Ils sont payés en fait ils sont payés en heures supplémentaires déjà. Alors chez nous effectivement on reverse la prime au tuteur, et ce depuis le démarrage du premier conventionnement avec le FIP. Nous versons en fait cette somme au tuteur de proximité depuis le démarrage. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il faut rajouter une prime spécifique, alors que toi, Muriel, en heures sup. Oui, c'est une prime spécifique qui est versée au tuteur par la paye et qui fait office d'un versement sur la paye. Okay. Et toi, Muriel, de ton côté, tu dis que c'est en heures supplémentaires. C'est pour 20 heures par mois, comme il était initialement. Ok, désolée pour les deux traductions, comme l'une et l'autre ne s'entendent pas. On essaie d'ajuster. Ok, donc heure cible d'un côté, ça marche. Exactement. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est l'anticipation, parce que comme pour tout process, à chaque période de l'année correspond une étape. Alors, aujourd'hui, on est fin avril, on devrait être à la période de présélection des candidats et l'évaluation des besoins spécifiques pour préparer l'arrivée de cet apprenti en poste. Et donc, il faut savoir aussi que certaines formations commencent à une période un peu décalée dans l'année, donc ce qui va décaler aussi votre planning. Donc vraiment, nous, on l'avait mis, le maître mot, c'est l'anticipation. Il faut savoir anticiper vos étapes afin de rester vraiment bien dans le timing. Voilà. Pour conclure, alors je reviens vers vous, Muriel et Catherine, pour vous laisser le mot de la fin avec un dernier conseil aux employeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent mettre en place l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Alors, de mon côté, le plus important, je pense que c'est d'avoir un bon partenariat avec des écoles à l'extérieur. D'avoir aussi un bon relationnel avec les cadres qui accueillent justement les apprentis pour les rassurer, leur parler des avantages de l'apprentissage, car c'est vraiment pas culturel à l'hôpital de recruter des apprentis. Et le plus important, c'est d'avoir des professionnels qui sont des professionnels d'encadrement ouverts et intéressés vraiment à transmettre leurs compétences par rapport aux tuteurs. Voilà, c'est important d'avoir des personnes qui ont envie en fait de transmettre leurs compétences. Alors, sur les conseils que je peux vous donner, évidemment, il est indispensable de bien préparer au sein d'un service, qu'il soit BOE ou pas, mais davantage encore quand il est BOE. Pour ce faire, il est vrai aussi qu'il faut absolument bien définir qui sera le tuteur ou le maître d'apprentissage du jeune, et il ne faut pas oublier de former les tuteurs maîtres d'apprentissage. Là encore, il existe des formations spécifiques pour les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage vers des apprentis BO. Et puis, il faut impliquer les services dans la réalité de la contribution, de la montée en compétence de l'apprenti. Ne jamais oublier de rappeler que l'apprenti, ce n'est pas un salarié lambda, ce n'est pas un salarié qui est en tous les cas déjà en capacité de faire comme une personne formée, ça reste un apprenti. Et pour moi, l'apprentissage reste un mécanisme fantastique dont a besoin notre établissement, en sachant qu'il contribue véritablement à donner une image positive de notre établissement, puisqu'en fait, on peut vraiment, par son biais, jouer le jeu aussi de l'inclusion et le faire savoir. Donc, c'est que bénéfique. Merci à toutes les deux. Alors, s'il y a des questions sur lesquelles on peut répondre. Oui, on a Annabelle pour le département de l'Isère qui, elle, verse une prime de tutorat et qui demande si la prime du FIC peut être cumulée. Alors, pour moi, oui, elle peut être cumulée puisqu'il y en a une qui dépend juste de votre département et une qui est financée par le FIPHFP. Après, il faut savoir que quand on est conventionné, il faut que ça ait été prévu dans les dispositifs de financement dans la convention, et quand vous êtes hors convention, il faut pouvoir demander l'aide sur la plateforme du FIP, donc dans la limite de 40 000 €. Et ça peut tout à fait être cumulé. Alors, on a Florence qui a un problème de son. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, dans le chat. Alors, on a Sylvie qui précise qu'elle a un partenariat avec le CFAS d'Auvergne pour le sourcing et la préparation en pré-apprentissage. Effectivement, ça fait longtemps qu'ils se démarquent sur cette prestation d'apprentissage. Ils sont plutôt très au fait au CFAS. Donc, il faut vraiment vous adosser à un nombre de partenaires. Et alors, je continue. On a Christiane, qui est conseillère référente handicap pour France Travail en BR63, qui nous demande si les aides du FIC fonctionnent. Alors, je ne comprends pas votre question, Christiane, mais oui, les aides du FIC fonctionnent dès lors que c'est pour un contrat public. C'est-à-dire que la personne qui est en apprentissage va bien dans l'administration, pas dans le privé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Florence a trouvé son super. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des besoins, des demandes? Là, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on avait deux intervenantes qui ont fait, qui sont du milieu hospitalier, hein, mais il n'y a pas
d'empêchement à être de la territoriale ou de l'État, hein, bien au contraire. C'est vrai que d'ailleurs c'est plus rare en hospitalier qu'ailleurs. On a davantage l'habitude de voir des apprentis en territorial. Parfois au niveau d'État, on sait que c'est encore une pratique sur laquelle il y a pas mal d'enjeux. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que disaient Muriel et Catherine. C'est une vraie logique d'attractivité que de mettre en place l'apprentissage. Puisque trouver des candidats formés à vos métiers est parfois très compliqué en fonction de la nature de vos métiers, alors que de les former, donc de les amener dans un parcours de formation est souvent facilitant. Mais pour ça, je suis d'accord avec ce que disaient mesdames, il faut avoir un partenariat efficace en matière de formation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'employeurs qui souvent font appel à leurs organismes de formation, je dirais, initiale, qui servent Quel bon conseil. Alors ça, c'est plutôt pour Muriel et Catherine. Une question de Hélène. Quels sont les bons conseils pour convaincre et qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour faire de la promotion de le profil d'un candidat DE auprès d'un établissement public qui ne saurait pas comme vous sensibilisez à ce type de recrutement? Ah, vous êtes conseillère. Alors, mesdames, on doit conseiller à un organisme. Pour répondre à la question, fais-moi juste un signe, Rama. Sur la question d'Hélène, je suis pas certaine d'avoir compris. Quel bon conseil pour convaincre, pour faire la promotion d'un candidat DE, BE en interne, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut que le candidat il corresponde quand même à des attentes, à des besoins de l'établissement. Typiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on fait en interne, donc à peu près maintenant, là, un référencement de tous les services dans lesquels il peut y avoir un besoin d'apprentissage et par rapport à cela, sur des métiers types. Donc, effectivement, si on a des candidats qui sont en lien avec ces besoins, grosso modo, ils vont être à un entretien avec le responsable de service ou avec les gens de la cellule de recrutement comme les autres. Donc, ils vont devoir se vendre comme les autres. En revanche, ce qui est particulier avec les BOE, c'est qu'en général, ils peuvent être plus âgés puisqu'il n'y a pas de limite date. Pardon, il n'y a pas de limite d'âge concernant l'apprentissage des demandeurs d'emploi ou des personnes en situation de handicap pour la question de l'apprentissage. Donc là, il y a des leviers traditionnels sur lesquels appuyer qui vont être la maturité, la qualité d'investissement, le fait que ces personnes, elles ont souvent, comme je l'ai dit, davantage de pugnacité, de volonté à mettre en œuvre par rapport à cette question de l'apprentissage parce que justement, en général, ça correspond à quelque chose qui est davantage prégnant chez elle que sur une personne apprenti en bonne santé. Donc, la question de l'apprentissage pour nous, par rapport à des demandeurs d'emploi qui vont être bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il y a un levier fort quant à la façon de les fidéliser, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, pour revenir sur les avantages liés à l'embauche d'apprentis demandeurs d'emploi BOE, il ne faut pas oublier que le levier important, il est aussi de pouvoir en fait motiver différemment un maître d'apprentissage ou un tuteur par rapport à un apprenti BOE, puisque la prime d'apprentissage qu'il perçoit, elle est plus importante que si c'était un apprenti normal. Donc ça, c'est un levier. En termes d'investissement, il y a un suivi particulier qui va être mis en œuvre aussi avec ce demandeur d'emploi BOE. Et il y a un accompagnement sur lequel moi, j'appuie davantage. Par exemple, je rassemble tous les tuteurs de BOE. On fait quelque chose de commun ensemble pour les féliciter, pour les remercier de leur niveau d'implication qui est plus conséquent. On les met en avant. Voilà. Il y a tout un tas de leviers de cette sorte qui peut jouer aussi pour faire que le demandeur d'emploi avec sa régularité de santé, il va être d'autant mieux accueilli dans la qualité de sa volonté de faire de l'apprentissage.
Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'apprentissage? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés ou d'autres questions sur l'apprentissage? Pour la territoriale, il faudra d'abord une délibération. En général, en tout cas, quand vous voulez le mettre en place et que ça n'existe pas, il est toujours souhaité de mettre en place une délibération. Et c'est vrai que c'est souvent un passage obligé et ça nécessite aussi peut-être de travailler avec différents acteurs. Catherine et Muriel, elles en ont parlé rapidement, mais elles ne travaillent pas seules. Le référent handicap n'est pas seul sur le sujet du recrutement et de l'apprentissage. Il travaille aussi avec l'ensemble des services RH. Et ça, je pense que c'est aussi un point important et majeur. Je sais pas, Muriel, si tu veux, je te vois hoqueter de la tête. Oui, effectivement, de notre côté, c'est pas réglementairement, il y a une différence entre, effectivement, aujourd'hui, il y a une possibilité de rémunérer les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage soit, et le FIP, en fait, il upgrade cette prime au travers d'un montant qui est supérieur à celui des apprentis, des maîtres d'apprentissage ou des tuteurs normaux. Il y a une loi aujourd'hui qui oblige à rémunérer les maîtres d'apprentissage. Et je sais que j'ai répondu, mais je ne vous entends pas, donc je suis désolée. Merci Catherine, désolée, c'est pas très confortable. Muriel, tu voulais réagir? Oui, je disais juste que tout à l'heure que effectivement le travail se fait vraiment en collaboration avec toute l'équipe RH, toutes les personnes qui travaillent autour de nous. On travaille pas seul en fait sur l'apprentissage, donc voilà, c'est vraiment important de bien s'entourer. Enfin, moi je travaille avec plein de personnes, mais je travaille même avec la médecine du travail aussi. Pour les aménagements de poste, les ergonomes pour les aménagements. Enfin, il y a vraiment un travail qui se fait avec toutes les équipes du service RH. Alors, sur la question du fait que le référent handicap ne travaille pas seul sur l'apprentissage, oui, bien sûr, le référent handicap, il travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec les collègues de la cellule recrutement, avec la personne au sein de la DRH qui gère tous les contrats des apprentis. Voilà. Et on est vraiment en concertation avec les responsables des services. Donc, je ne suis pas seule. Sur la question on va dire, du réseau, du réseau qui va nous apporter en fait des candidats potentiels. Là aussi, c'est classique. Ce sont effectivement le service public de l'État, je l'ai cité, et au travers de toutes les occasions, les manifestations auxquelles nous pouvons être amenés à participer, nous allons en fait être en lien avec un nombre important d'associations qui travaillent dans le domaine du handicap et qui vont donc être à même de nous apporter des candidats. Merci Catherine. Pour Annabelle, pour répondre à concernant les aires tutorées, oui, c'est bien de celle-là dont il s'agit. Typiquement, dans le cadre de notre convention avec le FIP, nous, on a anticipé au travers de chacun des candidats BOE que nous allions avoir, la partie relative à toutes les aides corrélatives à chaque apprenti. Et donc, dans les aides de l'apprentissage, il y a les aides du tutorat. Ok. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Annabelle, donc toujours au département d'Isère, effectivement, elle est confrontée aux peurs du handicap, mais avec un travail de réassurance des directions et des tuteurs, elle arrive à accueillir les apprentis BO sans qu'il y ait trop de difficultés. Donc, effectivement, c'est ce que disait Rama tout à l'heure, le FIP prend en charge beaucoup de dispositifs. Ce qu'il faut s'assurer en amont de l'arrivée d'un apprenti, c'est bien de créer l'environnement adéquate. C'est vraiment que l'ensemble du collectif soit préparé en fonction de la nature du handicap, du fait que la personne aussi soit volontaire à aborder ces situations quand il y a une problématique particulière d'aménagement. En tout cas, c'est important de préparer le terrain et d'accompagner le manager à verbaliser les choses, à pouvoir exprimer ses difficultés ou ses besoins et de mettre en place la bonne organisation et le bon environnement. Donc, c'est sûr que
le FIP a toujours cette vigilance de pouvoir à la fois vous donner des moyens qui vont concourir à la création d'un environnement dit bienveillant, mais aussi à pouvoir accompagner la personne elle-même. Il n'y a pas toutes les aides ne se concentrent pas que sur l'apprenti, puisqu'on est conscient que c'est l'intégration, c'est vraiment un dispositif qui fait que les gens doivent interagir entre eux et faire que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on conclut peut-être par les prochaines dates du Handipact? Tout à fait. Alors prochainement, nous avons 2 webinaires BABA. Le premier aura lieu le 25 juin 2024 sur la PPR, l'EFI PHFP et ses interventions. Et le suivant serait le 5 novembre 2024 avec les actualités et les réformes. Vous avez d'autres rendez-vous avec le calendrier des interventions du Handipact ARA qui est disponible donc via le lien que vous allez retrouver ensuite sur le webinaire qui sera sur le site du FIP dans quelques jours. Appel à projets expérimentaux et la page LinkedIn que vous devriez suivre pour toutes les actualités. Nous avons aussi mis à disposition quelques ressources pour vous aider avec les aides spécifiques de l'apprentissage du FIP, la formation dans le cadre de l'apprentissage pour les tuteurs et les aides de droit public dont vous pouvez en bénéficier. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire et merci encore une fois à Catherine Dubreuil et Muriel Bazin qui étaient avec nous. On se retrouve à très bientôt et à très prochainement. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Mesdames. Au revoir.